Lorsqu'on se trouve en 1959, la guerre d'Algérie a démarré officiellement à la Toussaint, le 1er novembre 1954, mais déjà depuis 1952, il y avait des mouvements. Ben, qu'est-ce que je savais? Pas grand-chose, parce que je dois dire que avoir 20 ans à l'époque, alors peut-être que je suis différent des autres, euh, mon côté bisounours, mais moi je me souviens que mes 20 ans, c'était les copains, les copines, et le foot, mon travail, d'abord parce que comme j'avais dû cesser mes études en seconde, mon père, je l'ai dit, avait perdu son job, donc mes études, je ne pouvais plus les faire, j'étais donc salarié, donc à l'époque on faisait 48 heures, et, et ben, une fois que j'avais fait le travail, vu mes copines, et préparé mes bacs, mon deuxième bac par correspondance, il me restait peu de temps, qui n'empêchait pas d'ailleurs, de m'ouvrir à l'actualité. C'est moi l'actualité, je le disais tout à l'heure, la télévision, elle existait en 1953, c'était le début. Quand ma mère ne voyageait pas, elle n'aimait pas la voiture, mais elle aimait la télévision. Donc nous avons eu la télévision assez rapidement. Mais à la télévision, on ne voyait rien. Le reportage, c'était quoi? Que tout allait bien. Je le disais que les gars donnaient un coup de main aux gens dans les fermes pour faire les moissons. On ne parlait pas de ça, c'était tabou. Hein, il allait bien. Le fameux petit bal du samedi soir. Hein, et il envoyait un message, elle envoyait un message à son chéri. Et après, les courriers, je crois que pour l'avoir pratiqué moi-même, les courriers, on disait que tout allait bien, on n'allait pas affoler nos familles. Hein. Je relis les cartes que j'ai envoyées, elles sont complètement en dehors de la plaque. Alors, je disais que parler d'Algérie, ben on ne parlait pas d'Algérie. Alors, on voyait dans les journaux que j'ai regardés, les HLL, les hors-la-loi, ont incendié telle ferme et ainsi de suite. On parlait de mort, mais c'était quelque chose de, j'oserais dire, c'est peut-être honteux ce que je vais dire, j'ai l'impression que pour tout le monde c'était virtuel. Hein, il n'y avait pas de réalisme. Pas de cinéma, pas de télé, rien. La presse muselée. Les rares gens qui pouvaient s'exprimer, ben moi, j'ai chose bizarre. Je suis parti en 59 et hormis d'avoir appris le décès de mes 3 copains qui sont décédés avant mon départ, c'est tout ce que je savais de la guerre d'Algérie. Il y a des moments dans la vie, on se souvient de certains mots, de certaines phrases qui ont été prononcées et qui vous marquent, même quand on atteint maintenant, comme nous le sommes, des gens déjà d'un certain âge, on va dire. Je me souviens que le 6 juillet 59, mon père est venu frapper à la porte de ma chambre en me disant « C'est l'heure, mon fils ». Pourquoi? C'est parce que le 6 juillet 59, c'était le jour de mon départ pour l'Algérie. Je suis né en Normandie, dans une petite ville de 8000 habitants, pas loin du Havre, d'un père breton et d'une mère normande. Et si je me souviens, et comme pour tous qui ont pu témoigner, le service militaire qui était obligatoire, puisque nous avions 20 ans et obligés de partir. Si nous étions salariés également sans sursis, c'était le départ. Je vous rappelle simplement qu'on n'avait ni le droit de vote ni quoi que ce soit. Souvenez-vous que le passage obligé, c'était le conseil de révision. Comme tous, le conseil de révision, souvenez-vous, il se passait de la façon suivante. Nous étions tout nus dans la salle de la mairie de notre pays et nous passions dans un aéropage de médecins militaires, du maire ou de la maire du coin, et d'autres personnages, personnalités. Et j'avoue qu'une quarantaine de garçons, à cette époque-là, nous sommes en 59, la plupart d'entre nous n'avaient pas l'habitude de se promener nus, c'était comme ça, c'était pas d'époque. Et moi, c'est pour moi le début d'un changement de ma vie. Ça peut être anecdotique. Ensuite, souvenez-vous, nous partions pour la sélection, et nous partions pour 3 jours. Je suis parti à Cambrai pour la sélection. Et je crois que cette sélection, elle avait pour but de détecter ce que nous deviendrons à ce moment-là en Algérie, soit, je vais mettre entre guillemets, nos facultés intellectuelles ou physiques, notre résistance et ainsi de suite, de façon à préparer notre affectation. Et puis, tout ça, c'était au début de l'année, 1959, et j'ai été appelé le 6 juillet, pour partir le 6 juillet 59,
de ma ville de province. Alors, la logique était la suivante: pour partir en Algérie, eh bien, quand on est normand, on monte à Arras, comme on dit, chef-lieu du Pas-de-Calais, et nous redescendions, nous y passions 2 jours. Et là, je me souviens encore qu'on arrivait dans une espèce de grande salle, nous nous déshabillions, nous donnions nos vêtements civils, tout ce qu'on voulait se séparer, et on nous donnait notre pactage. On se faisait encore couper les cheveux parce qu'il n'était pas assez ras, pourtant moi j'avais pris des dispositions pour avoir les cheveux assez courts, et nous ressortions de l'autre côté, rentrés en civil, nous sortions en militaire. J'ajouterais également qu'un point qui m'a toujours choqué, c'était que j'ai eu le sentiment de perdre ma personnalité, parce qu'on nous a remis la fameuse chaîne avec la plaque, qui est coupée en deux si jamais il arrivait quoi que ce soit, et c'est comme ça que je suis devenu le matricule 59 760 1752. Donc ça m'a beaucoup marqué, on s'est retrouvé avec cette chaîne autour du cou pendant les 27 mois. Alors je dois vous dire que à l'époque, on pouvait donc partir soit directement en Algérie, soit aller en Allemagne, ou rester en France, ou peut-être dans d'autres départements. Pour ma part, je crois que j'avais tiré le gros lot, puisque j'étais directement affecté pendant 27 mois, et la destination c'était Oran, au 2e RTA, dans l'infanterie métropolitaine. Dans ma candeur naïve, lorsque j'avais reçu la feuille, j'avais pris Orange pour Orange, en me disant c'était coupé, et l'infanterie métropolitaine, la métropole. Pas du tout, c'était un 2e régiment de tirailleurs algériens à Oran. Alors nous sommes allés, comme tout le monde, sur le camp Sainte-Marthe. Je vous fais grâce de l'état du camp Sainte-Marthe. Tous autant que nous sommes, nous avons un drôle de souvenir de ce mélange, ce brassage social entre ceux qui rentraient d'Algérie et pour certains étaient très calmes ou résignés ou en tout cas heureux de revenir, et puis ceux qui revenaient et qui roulaient un peu les mécaniques pour nous épater. En attendant, le souvenir que j'ai de là-bas, c'est la fameuse omelette graisseuse, et quand je mange une omelette, les souvenirs me reviennent encore. J'ai pris le bateau, comme tout le monde, sur la ville d'Oran, mais là sur la ville d'Oran, un vieux moutonnier, et nous étions à fond de cale, et vu l'état de la mer, je me suis dit qu'il fallait monter, et nous sommes, pour nous épargner les odeurs de vomi, le roulis, et j'allais dire les odeurs différentes, nous sommes montés sur le pont pour prendre l'air. Ça a duré 24 heures, j'avais le mal de mer comme beaucoup, et nous sommes arrivés à Oran. À Oran, je suis arrivé à la caserne Eckmühl, au 2e régiment de tirailleurs algériens. L'ambiance, on ne peut pas en tirer grand-chose. J'ai vu un encadrement qui était un peu bizarre, des appelés du contingent qui étaient donc en base arrière et qui se prenaient pour des grands chefs. Et à ce moment-là, je me suis dit que dans la vie, il vaut mieux par moment tenir la poêle par la queue que d'être dans la poêle. Et c'est ainsi que je me suis déclaré volontaire pour suivre les EOR, École d'officiers de réserve, à Mostaganem. Non pas que j'avais, me voyais une destinée de grade ou d'officier, mais simplement, ça pouvait épargner simplement de rester à Oran dans un milieu qui me semblait défavorable. Quelques jours après, j'ai rejoint Mostaganem, où était la caserne Cologneux, où nous préparions les EOR. Ça a duré 2 mois pour faire mes classes, avec, difficile, je pense que toutes les classes étaient difficiles, donc c'était à peu près les mêmes, sauf qu'elles étaient peut-être un entraînement plus soutenu du fait que ça pouvait être l'entrée de Cherchel. Et mon souvenir aussi, c'est que le sergent-chef qui nous encadrait se flattait d'être un ancien de l'armée allemande, de la Wehrmacht, comme il disait, et comme il disait souvent, j'ai été blanchi en passant par la Légion étrangère. Vrai ou faux, j'ai jamais pu contrôler. Par contre, ce qui m'a surpris aussi, c'est dans la carrée où nous étions en 43 exactement par des chalets montés sur 3 étages, il y avait un panneau qui indiquait « voir sans être vu et tuer sans être tué ». À 20 ans, ça surprend. Les classes, c'était un brassage social énorme. Sur 43 gars, il y avait, je me souviens, un gars qui avait dû être séminariste, il y avait des salariés, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ceux qui partaient à ce moment-là étaient tous soit ouvriers, salariés ou employés,
très peu avaient des sursis cassés, sauf quelques-uns, mais c'était quand même une tranche de la société particulière. Je dois dire que le brassage social, ça consistait à avoir des gars qui, ma foi, ne pas prendre de douche ne les gênait pas beaucoup, ou avaient des tenues un peu bizarres, c'est-à-dire des comportements, pour moi qui sortais de ma campagne, des jurons, des attitudes un peu bizarres, se flattant d'être des troufions, et ainsi de suite. Donc c'était un mélange un peu spécial. Au bout de ces 2 mois de classe, je dois avouer que tout se passait pas trop mal, mais je me suis retrouvé avec un petit pépin, à savoir, j'ai fait un phlegmon, et je me suis retrouvé le jour de l'examen à Oran, je me suis retrouvé à l'hôpital Baudens, et donc je n'ai pas passé ce concours, donc je ne sais pas si je serais allé à Cherchell ou pas, mais ça n'affecte pas, ça ne m'a pas affecté dans l'avenir. Alors je dois dire qu'au bout de 2 mois, je suis parti par camion, directement sur la frontière franco-marocaine, donc vers Ain Sefra. À Ain Sefra, j'ai rejoint le 6e bataillon de tirailleurs algériens dans une compagnie de combat, avec le titre de fusilier voltigeur dans les voltigeurs, et que j'ai constaté que la vie du bled, c'était pas celle du quartier colonieux à Mostaganem. D'abord parce qu'au niveau hiérarchie, c'était complètement différent. Les comportements entre nous, entre encadrants et simples troufions, ils étaient, j'allais dire, beaucoup plus décontractés. Je pense que sa situation faisait que, ma foi, il fallait s'épauler, il fallait faire un groupe, et que face à l'adversité, je crois que le comportement humain a une tendance à se regrouper en équipe, et ma foi, de faire fi de certaines convenances. Donc, comme tout le monde, donc je suis parti en opération, et un jour, constatant que j'avais ma première partie de baccalauréat, puisque je reviens un peu sur le passé, j'avais dû interrompre mes études, je voulais me destiner à une carrière de chirurgien. Avec le recul du temps, je me demande si j'aurais été chirurgien, si j'aurais pu faire mes études, mais toujours est-il qu'au lieu des chirurgiens, mon père ayant perdu sa situation, il était artisan, bourrelier-sellier. La fin des chevaux a amené que j'ai dû interrompre mes études, et donc je suis rentré dans un service public, où j'ai eu la chance de faire ma carrière durant des 43 années de travail en changeant de poste souvent. Je dois dire que là, au bataillon, le capitaine m'a repéré, ayant ma première partie de bac, et m'a demandé si je pouvais seconder, enfin il m'a dit que je seconderais le sergent-major, qui lui était un vrai combattant, qui avait fait 39-45, l'Indochine et l'Algérie, et qui n'avait pas de diplôme. Et la différence, c'est que moi, je préparais ce qui concernait la compagnie, la gestion de la compagnie, lui signant les papiers, mais c'était un type, un baroudeur, certes, mais un type épatant au niveau des relations humaines. Il m'a même d'ailleurs préservé de pas mal de choses. Je dois dire que donc, j'ai passé mon temps, j'ai donc privilégié en quelque sorte, puisque je faisais à peu près pas du 50-50, mais mon temps se répartissait entre les opérations, avec les copains, la gestion de la compagnie de A jusqu'à Z, et en même temps les gardes de nuit comme tout le monde. Alors, je rappellerai que nous étions à la frontière franco-marocaine, et que j'ai vécu, comme vous tous, sous la guitoune. Il n'y avait pas ou très peu de trucs en dur. Là où j'étais, quelques baraquements avaient été faits, des baraquements par la Légion étrangère, mais c'était tout. Nous étions exactement, avant le passage, nous étions chargés d'intercepter les renforts qui provenaient du Maroc. Donc, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et c'est surtout la nuit, comme tout le monde, tout d'un coup, le mot de passe, c'était Hannibal, ça voulait dire qu'ils avaient passé la frontière, et nous partions en camion, comme tout le monde, disons, à la rencontre ou non, de ceux que nous disions des HLL, hors-la-loi, ou Félaga, ou en tout cas combattants de l'ALN qui venaient du Maroc, qui avaient été formés. Bon, j'ai donc participé à pas mal d'opérations.
Je me souviens du Djebel Amour, du Mzi, du Gréder, du Haïssa, qu'on faisait à pied. À une époque, on marchait pas mal, ça veut dire que nous étions plus jeunes, et 10 ou 15 km de Crapahue ne nous gênait pas trop, même si on crevait de soif, la fatigue. Nous partions souvent pour un jour ou deux, et finalement on y restait 8 jours, selon ce qui pouvait se passer sur le terrain. Donc, disons que c'était une vie un petit peu, j'allais dire, en dents de scie. Lorsque j'étais aussi, hors opération, quand nous étions entre guillemets en repos, bah, je participais aux gardes, hein, et les gardes, tout le monde connaît, les gardes de nuit. Hein, je dis que celui qui n'a jamais eu peur, il faudra me le montrer. Hein, la mauvaise heure, entre 22 h et 2 h du matin, vous regardez un peu tout ce qui bouge, vous vous demandez ce qui va vous arriver, et vous êtes tout seul. De temps en temps, vous regardez le ciel et les étoiles, surtout les étoiles filantes. Je ne sais pas si on faisait des vœux, mais en tout cas, la garde de nuit était quand même... J'ai quand même dans mes souvenirs quelque chose de drôle. C'est lorsque je suis devenu ensuite caporal et ensuite sous-officier. Je dois dire que l'état-major avait des drôles d'idées sur les mots de passe. Et je crois me souvenir qu'un jour, nous avons reçu comme mot de passe, il y avait Constantine et Confucius. Dans un régiment de tirailleurs algériens, au moment de la relève, pour que soit prononcé le mot Confucius, je vous laisse à penser qu'est-ce qui a pu se passer. J'ai jamais pu arriver à faire dire Confucius à mon tirailleur, et il a fallu employer des ruses pour se poser la question, c'était ami ou ennemi. Mais bon, Confucius et Constantine, il faut quand même le faire. Je dois dire aussi que ce qui me surprenait le plus, c'était que j'étais dans une compagnie de tirailleurs algériens. Et je dois dire que c'était particulier. C'était une unité dite coloniale, à savoir que sur une compagnie normale, les fameuses compagnies 107, je crois que ça regroupait au moins 120 bonhommes, hein, il y avait les 3/4 d'Algériens, des Européens, et ça s'était composé en... La plupart étaient des engagés, des soldats de métier, qui avaient fait donc 39-45, des gens, comme on disait souvent, qui avaient remonté l'Alsace, souvenez-vous du film Indigène, et ils avaient participé ensuite à l'Indochine, et ensuite ils étaient venus en Algérie, et qu'ils avaient côtoyé quand même, pour certains avaient été prisonniers par les Viettes, et qu'on pourrait dire que ceci explique cela, et on peut se poser la question pour quand certains régiments, il y a eu des désertions à l'idée de l'indépendance. Hein, ça c'est un problème qui, je pense, quand ils ont été faits aux pattes, comme on le disait, du côté des Dien Phu, je pense que les commissaires politiques de l'époque ont dû quand même leur inculquer l'idée d'indépendance. Hein, ça c'est une analyse personnelle et qui n'engage que moi. Mais en ce qui concerne ma compagnie, il n'y a jamais eu de désertion. J'ai eu cette chance énorme que n'ont pas eu certains de mes camarades. Alors, dans cette compagnie, il y avait donc des gens de métier. Alors, ils étaient soit algériens, ou alors européens dits pieds-noirs, qui vivaient en Algérie, et puis des métropolitains, qui étaient officiers, sous-officiers de carrière ou soldats de carrière. Et puis, il y avait tous les appelés du contingent. Alors, il y avait soit des Algériens qui vivaient en Algérie, soit des Algériens qui travaillaient en France. Hein, j'avais certains copains qui étaient à Paris ou ailleurs ou en province. Et puis, il y avait nous, les appelés du contingent, dits européens, métropolitains. Donc, c'était quand même une ambiance un peu spéciale, puisque j'ai plus souvent fêté le Mouloud ou les Aïd que j'ai fêté Noël. Et avec tout ce que participe, des chants algériens et tout dans les camions et ainsi de suite, une ambiance un peu spéciale. Alors, si je parle des opérations, ben, comme tous, les opérations, ben, nous partions en camion. Souvent, on n'y pensait peut-être pas souvent, mais la peur, c'était les mines sur les pistes. Hein, les mines qui étaient posées, soit des mines artisanales, parce que bien souvent étaient fabriquées par les gars de la LN sur le plan local. Et puis, nous arrivions. Alors, certains jours, nous montions dans l'hélicoptère, c'était l'héliportage, pour monter environ 2000 mètres selon l'opération qui avait lieu, ou alors ben, on grimpait,
et nous faisions le crapahut, avec tout ça qu'on porte, la soif, la crasse. Mais aussi, je dirais, il y avait des moments un peu, on va dire rigolos, oui, parce que nous avions 20 ans, et qu'à 20 ans, ben, il y a peut-être le danger, mais on ne sombre pas toujours dans la tristesse. Et il y a eu des moments de rigolade, d'histoire et ainsi de suite, là-haut dans le Djebel, en train de crapahuter. Et je me souviens de Loulou, hein, c'était un ramoneur. Hein, il y a des ramoneurs à l'époque, de l'Isère, de Voiron, et qui chantait Étoile des neiges. Puis tout d'un coup, ben, il se passait ce qui devait se passer. Là, il n'était plus question d'Étoile des neiges, on passait à autre chose. Donc c'est ça le crapahut. Bon, j'en ai des souvenirs durs, mais je m'estime bien servi, puisque passant aussi d'autres de mon temps à gérer la compagnie, je reste en poste. La seule différence, c'est quand on reste en poste, c'est aussi, je vais dire, une énormité. C'est pas plus dangereux, mais en tout cas, c'est assez dangereux que d'être sur le terrain. Parce que quand vous êtes en poste, et dans une unité, je ne fais pas de procès, où j'étais affecté, nous restions même pas une dizaine, donc un petit groupe chargé de notre sécurité. Je restais donc avec le major ou un officier, et puis qu'est-ce qui pouvait se passer? Vous étiez sur un piton, vous étiez dans un camp, un campement. S'il y avait une incursion, comme on disait, rebelle à l'époque, qu'est-ce qui se serait passé? On a vu ça dans l'actualité, on a vu ça dans des films. Vous pouviez tout d'un coup vous retrouver coincé. Et au lieu d'être une centaine, vous n'étiez plus que 10. Et dans les 10, qu'est-ce qui se serait passé pour certains si l'idée leur était de déserter et ainsi de suite? Il n'aurait peut-être pas donné cher de notre peau. Donc ça faisait partie des inquiétudes, et je peux dire que je n'ai pas passé des nuits agréables. En tout cas, si je les passais, modestement, j'avais ce qu'il fallait au cas où, mais ça, personne ne sait ce qui aurait pu se passer. Je vais toujours rester modeste, puisque moi j'ai eu la chance de faire 50-50 quasiment. Hein. Gérer une compagnie en poste, c'est pas être sur le crapahut, mais d'un autre côté, j'ai fait du crapahut. Alors le crapahut, effectivement, comment dire, on a 20 ans. Bon, on marche bien quand même, hein, en principe. Hein. Et bon, on a sur le dos pas grand-chose, parce qu'une fois qu'on a mis son treillis, la boîte de ration, l'AM musulmane ou européenne, signale que l'AM, je sais pas, moi je la préférais à l'européenne, donc j'ai changé avec mes tirailleurs, qui entre parenthèses pour certains, oui, aimaient bien les européennes. Je parle des boîtes de ration. Hein. Bon, on partait avec ça dans la poche, notre mitraillette, pour ceux qu'on avait, pour ceux qui avaient d'autres armements. Ah oui, je ne vous ai pas dit, entre autres, étant fusillé voltigeur, qu'on est des voltigeurs, pour la peine que je vous dise, c'est celui qui va reconnaître devant. Donc, où il y a quelqu'un qui vous attend, ou il n'y a personne. Ça, c'est la roulette russe. Bon, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je crois qu'il faut être honnête, quand on revient intact, oui, on ne raconte pas des histoires de cow-boys ou n'importe quoi. Ben oui, il y a eu des moments difficiles, des moments de trouille, ça celui qui a pas peur, il faudra qu'il m'explique, mais bon, j'ai eu cette chance de passer à travers. Par contre, ce qui était dur, c'était aller à pied dans la caillasse, marcher, 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 si bien que vous finissez un moment, vous êtes comme un zombie, écrasé par la chaleur. Je signale que le 40 degrés, et là-haut, vous l'aviez. Les bidons d'eau, que vous partiez avec 2 bidons, c'était pas toujours suffisant. Hein, et que on a eu à boire dans les rares points d'eau qu'on a pu trouver. Je me souviens avoir bu dans un point d'eau, et tout d'un coup, un gars s'est mis à gueuler en disant « il y a un macave ». Bon, on avait bu l'eau. Bon, apparemment, je n'ai pas eu de séquelles. Mais bon, c'était d'anecdotes, mais voilà. Moi, quoi vous dire, oui, le crapahut, on monte, on descend, on remonte, il y a des buissons, on se demande ce qui va se passer. Bon, là où on trouvait, c'était la partie de l'Atlas, le Djebel Amour. Hein, c'est surtout ça, le Haïssa, le Créder et autres. Moi, j'ai fait donc
la zone d'Ain Sefra, entre Ain Sefra et puis la frontière, Vergenienne, Tiout, Géryville, et j'en passe et des meilleurs, j'ai oublié les noms. Mais alors, il y avait des moments où difficiles. Quand il y avait, comme on dit, du réfugié, j'ai vécu le Djebel Mzi, je crois que c'était au mois de mai 60. Nous attendions pour monter dans le Djebel Mzi, où là il y avait une katiba donc assez importante. Nous devions y aller. Et est passée la Légion, c'était le 2e régiment étranger, et la DBFM, la demi-brigade de filets marins, les commandos Jaubert et autres. Et ils sont passés devant nous, et je me souviens d'avoir, ou alors je rêve, ou je sais pas, non, je crois pas que je m'invente, ils sont passés devant nous en disant c'est notre tour. Bah heureusement, parce que je serais peut-être pas en train de là vous parler, puisqu'ils ont eu beaucoup de casse, et le Djebel Mzi reste dans les annales. D'ailleurs, j'ai un tract d'ailleurs signé Boumedienne que j'avais récupéré et qui parle de cela et de l'utilisation des bidons. Ce que les copains on appelait les bidons, c'était le napalm. Donc ce sont des choses que j'ai pu vivre directement, mais c'est un peu le genre de secret. Moi j'estime que je m'en suis bien tiré, donc restons modestes là-dessus. Les copains qui sont revenus mutilés, atteints psychologiquement aussi, ont plus à se plaindre que moi. Simplement le crapahut, oui, bah, c'est la crasse, la chaleur, l'absence d'eau, l'absence de manger, parce que si vous restez une semaine au lieu de 2 jours, bah, on vous parachute ce qu'on peut vous parachuter. Et puis aussi, il y a un moment, je l'ai dit, de l'insouciance de la jeunesse, et tout d'un coup, on ne réalise pas forcément qu'on avance, et que tout d'un coup, un gars peut se lever devant, et ainsi de suite, et vous flinguer, ou simplement se rendre. Moi, j'ai eu la chance, j'ai conservé une photo d'un gars que j'ai fait prisonnier, entre guillemets, mais je dois dire que quand il s'est levé, je crois que s'il avait été armé, puisqu'il n'avait plus de cartouches, il n'avait plus rien, je l'ai su qu'après, je serais mort sans le savoir, hein, si j'ose dire. C'est une image que je vous donne, mais un peu ridicule. Mais voilà, moi je serais mort parce que j'ai pas vu arriver, quoi. Je dois dire aussi, un sujet qui est abordé souvent, c'est le problème de la torture. Moi, oui, la torture, elle a existé. Bon, alors, des deux côtés, c'était pas bon. Hein, le sourire kabyle, tout le monde sait ce que c'est. Hein, la torture, oui, hein, on l'a dénoncé. Mais moi, je renverrais les adversaires l'un vers l'autre. Quand on fait une guerre, on n'a pas les mains propres. Mon père m'avait dit une chose. Mon père avait été mêlé à la résistance. Et quand je suis parti, le 6 juillet au matin, bon, c'est peut-être pas tout à fait la phrase, il m'a dit, mon fils, reviens-nous les mains propres. Alors je veux dire que je suis rentré avec à peu près les mains propres. Mais je n'ai pas torturé personne. Vous dire qu'à un certain moment, j'ai pas dû manifester mes demandes d'une façon un peu forte, oui. Mais la personne en question, elle est encore vivante, j'espère qu'elle est comme moi, qu'elle est grand-père, et tout va bien. Parce que j'avais promis une chose. C'était un jour où il y avait une embuscade qui était prévue, on avait pris un gars, et il voulait absolument pas dire où était l'embuscade, c'était pas loin des monts de Tlemcen, je m'en souviens encore, vers un barrage, et on le questionnait. Je me souviens d'avoir demandé à un de mes gars de traduire, puis à un moment donné, j'ai dit on arrête parce qu'il y a longtemps qu'il comprend le français, c'est pas la peine. Je lui ai dit écoute, je suis un appelé du contingent, certes sous-officier, mais j'ai pas envie de pratiquer quoi que ce soit. Alors tu dis où c'est, on sortira pas, et toi demain matin, on te remettra à l'état-major. Je ferai bien la gendarmerie, non, parce qu'il pouvait aussi passer au DOP. Hein, c'est-à-dire que là c'était une autre opération. Hein, il aurait certainement tombé sur des gars qui n'auraient eu moins de chaleur humaine, si j'ose dire. Et donc, il m'a dit en français, je te crois pas. J'ai dit, t'as ma parole. Là, le Ben Lemna, il s'appelait, le traducteur. Il lui a dû lui dire en algérien qu'il pouvait compter sur ma parole,
prétentieux de ma part. Il nous a dit où ça se passait, nous ne sommes pas sortis, voilà. Et lui, je l'ai mis dans un camion le lendemain matin, sous une bâche. On l'a déposé et j'espère qu'il a eu une longue vie, ainsi de suite. Alors mon pire souvenir, c'est peut-être ce moment-là, où tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? Si il ne dit pas où ça se passe, les gars vont sortir. Et ils vont se faire flinguer, ils vont tomber en embuscade. Hein? Bon, c'est pas moi qui discutais, c'est pas moi qui aurais décidé peut-être de la sortie. Hein, il y avait des officiers avec moi de carrière. Mais je me dis, qu'est-ce que tu fais? Ça posait le problème d'ailleurs de la torture. Ce qu'on fait, on le fait cracher, on lui demande poliment, ou alors, hein, moi, fils de famille de résistants, j'ai quand même souvenir qu'il existait des... Hein, la baignoire, ça existait, mon oncle a été déporté, bon ça va, oui, il a donné, hein, ça s'appelait la prison de Sueur. Hein, il en est ressorti pour partir en Allemagne. Enfin, il est ressorti, oui, on l'a revu, mais il est revenu après. Mais je dis que c'est pour moi, le pire moment, c'était de me dire, enfin, c'est avec le recul que je dis ça. Au moment sur le terrain, non, ma réaction, c'était de ne pas aller plus loin. Mais j'ai pas fait de prière, si j'ose dire, hein. Mais j'ai souhaité que le gars il crache le morceau de façon peut-être à aller plus loin. Est-ce que c'est moi qui serais allé plus loin? Alors, bon, malmené, on peut pas dire qu'on l'ait dorloté, mais on l'a pas, non, on n'y a pas fait de mal au sens. On y a fait comprendre simplement que voilà. Et je dis, c'est un des pires moments de ma vie, en me disant, est-ce que tu vas basculer, toi aussi, dans l'irréparable? Seulement, on peut dire aussi, la grosse question, moi je n'ai pas donneur de leçon. Si j'avais été placé dans une situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Plus de 60 ans après, je me pose la question. C'est facile à donner des leçons aux autres. Moi, je n'excuse rien. Hein? Des saloperies, je ne les excuse pas. Seulement, voilà, il ne faut peut-être pas mettre des gamins de 20 ans ou plus vieux dans des situations où ils choisissent entre des martyrs ou de sauver leur peau. Gros problème, il y a de quoi faire de la philo. Alors ensuite, vous dire, l'Algérie, ça a duré pour moi 27 mois. Comme j'avais été appelé direct, je crois qu'on a bénéficié de quelques jours de boni. Et pendant ma durée de 27 mois, j'ai pris une permission à 18 mois. Je suis reparti donc par le bateau. Comme j'avais une forte grippe, je me souviens encore, c'était en fin d'année. Hein, j'avais une forte grippe, nous étions aux environs de fin décembre. Et c'est là que j'ai reçu mes galons de sergent. Et c'est le capitaine qui me les apportait à l'infirmerie. Et moi, je m'inquiétais de savoir si je pouvais partir en perme. Donc, je suis parti un peu consolidé. J'ai eu la chance, étant sous-officier, d'avoir une cabine, chose que les autres n'avaient pas. Donc, j'ai fait un voyage un peu. Je souris parce que sur la cabine, j'en ai pas beaucoup. J'ai profité de la cabine, mais pas du restaurant parce que le mal de mer m'avait repris. Donc, je suis resté dans la cabine. C'est un petit détail. Quand je suis arrivé à Paris, l'ambiance était bien différente. Souvenez-vous, je suis arrivé en fin 60. Il y avait des événements en métropole qui faisaient qu'il fallait prendre des dispositions de sécurité. Donc ensuite, je suis parti sur la Normandie. J'ai passé, je veux dire, ma permission, mais je crois que, je dirais entre parenthèses, j'étais plus dans le coup. J'ai le sentiment fugace que j'étais venu en permission, pourquoi dire, pourquoi faire? J'en parlerai un peu après de cette indifférence qui régnait. Oui, j'ai revu les miens, avec grand plaisir, avec une grande émotion, mais déjà, la vie avait changé, elle avait pris un tournant. Phénomène de groupe sans doute, j'ai retrouvé ma compagnie, les copains, la routine a repris, opération, garde, relève, puisque j'étais sous-off, et en même temps, gestion de la compagnie, et puis aussi le reste, les opérations.
Puis un jour, est arrivé le jour de la libération, d'être libérable. Et donc, c'était donc 27 mois après. Je me souviens que j'avais un pactage quand même assez, pas neuf, mais enfin disons, un peu mieux vêtu que mes camarades, et que solidarité oblige, je me souviens avoir mis sur la toile de tente, étalé tout mon pactage, et dit aux copains, servez-vous, tout ce qui est neuf, vous le prenez, et j'ai gardé des trucs, puisqu'on repartait avec un pactage léger, je suis reparti avec des choses qui risquaient pas d'être portées. Hein, c'était une anecdote un peu drôle, mais je crois que c'était une partition, parce que c'était comme ça que ça se passait en compagnie, il y avait une vie de copain. Je disais simplement que le retour, je ne pense pas, je ne me souviens pas, ça n'a pas été une joie énorme. Je pense que c'était ma libération, c'était pour moi un événement normal, bon voilà, pas de joie, j'ai pas pris le coup de trop, j'ai dû fêter le pot de départ et tout, mais je pense que ça peut paraître stupide ce que je vais dire, mais c'est connu, on quitte une équipe avec qui on a partagé, pour la plupart, les gars qui étaient la 59, on a partagé 2 années, c'est assez soudé. Je ne parle pas de l'aspect militaire, je parle de l'aspect humain, c'est que nous sommes entre nous, avec nos ennuis, avec nos peines, avec nos joies, l'attente du courrier, as-tu du courrier, j'en ai eu, j'en ai pas eu, tout ce que ça comporte, les peines, les copains qui s'étaient fait larguer par leurs copines. Tiens, j'ai une anecdote, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait les petits bals du samedi soir. Et sur nos fameux transistors, puisque le transistor, outre qu'il a sauvé le général, c'est que c'était notre compagnon quotidien. On l'achetait chez Natkin, souvenez-vous, comme avec notre appareil photo. Eh bien, au transistor, on entendait, je ne sais plus si c'était Radio Luxembourg ou un autre poste, il y avait retransmission d'un bal dans des villes, et le journaliste qui était là donnait la parole à des jeunes filles, ou des femmes, surtout des jeunes filles, dont le fiancé ou le copain était en Algérie. Et vous jugez, souvenez-vous de quand vous entendiez que la petite, je sais pas, Marie-Louise, Jocelyne, Jacqueline ou quoi, s'adresse à son chéri en pensant beaucoup à lui et qu'elle est au bal, moi je me souviens de la tête que faisaient certains copains en pensant à ça. C'est une anecdote, mais je pense que ça faisait partie du moral des troupes. C'était certainement pas le truc qu'il fallait entendre souvent. Alors je veux dire que le retour, comme il s'est effectué, un retour banal, comme tous, j'ai pris le Carouan, j'ai repris le camion d'ailleurs, Oran embarqué, et j'ai débarqué le lendemain, toujours, j'avais une cabine, toujours le mal de mer, donc j'ai fait profiter un copain qui était caporal, on s'est débrouillé, c'est lui qui a profité du menu du commandant et du pacha. Mais moi, pour l'instant, je voyais la mer qui montait à travers l'hublot. Et je dois dire que quand je suis arrivé à Port-Vendre, nous avons pris le train, et je me souviens du train des quillards, comme on disait, et de l'ambiance qui régnait. Il y avait ceux qui étaient revenus, j'en faisais partie, un peu bizarre, hein, c'est-à-dire qu'on retrouvait en quelque sorte un autre milieu, une autre vie, mais, point d'interrogation. Puis il y avait tous ceux qui étaient joyeux, qui allaient la quille bordel, hein, souvenez-vous des termes, qui avaient des grandes quilles. Moi, j'avais pas de quilles, non pas que j'étais pêcheur, mais j'avais pas trouvé l'utilité de l'avoir. On respectait chacun. Il y avait une ambiance dans ce train. Et l'ambiance du train, c'était que, je me souviens de Lyon-Perrache. À Lyon-Perrache, ça chahutait beaucoup. Et là, des militaires sur le quai, je ne sais pas, envisageaient de prendre des sanctions, je ne sais pas lesquelles ils auraient pu prendre, parce qu'ils sont fait couvrir d'injures, de l'Asie, et je crois qu'ils se restaient quand même tranquilles. Lorsque je suis arrivé à Paris, donc je me souviens de la gare Saint-Lazare, donc nous étions en fin 61, j'ai été libéré en septembre 61, l'OAS et le FLN
commettaient des attentats, et déposant mon pactage avec un copain et la valise à la consigne de la gare Saint-Lazare, nous disions, on va aller manger, on va manger un morceau. On rêvait sans doute d'un beefsteak frites, peut-être. Et donc, nous avons quitté. Et moi, qui suis devenu parisien plus tard, je me souviens encore que, remontant l'avenue de Friedland, je me suis retrouvé qu'après être descendu à la gare, on s'y retrouvait, nous, avec une gare fermée, pour raison d'attentat, sans pactage, sans rien. Et on s'y retrouvait sur un banc, avec un copain qui avait fait la coloniale, qui était de mon pays. Et tout d'un coup, on a vu un quart de police s'arrêter, les gars descendre et nous dire « Qu'est-ce que vous foutez là, les gars ?» Bah, on est libérable, on rentre chez nous, on a le train, mais la gare est fermée. Et nous avons pris, les gars nous ont embarqués dans le quart de police, et j'ai passé le restant de la nuit avec mon copain, rue de Lisbonne, à côté de la mairie de la rue de Lisbonne du 8e. Et l'anecdote, c'est qu'ensuite, il y a une vingtaine d'années, je suis devenu le président du comité du 8e, rue de Lisbonne. Et c'est drôle, j'ai poussé la porte du commissariat pour dire aux gars, qui donc étaient des jeunes, qui n'avaient plus rien à voir avec, 60 ans après, hein, se sont étonnés de ma venue, mais j'aurais expliqué, alors, bon, ça les a fait sourire. Mais c'est une anecdote, la rue de Lisbonne. Et je me souviens que les policiers nous ont offert un café, peut-être un morceau de pain, j'en sais rien, et nous ont dit, ben, la gare Saint-Lazare, c'est un peu plus bas, et on a repris le train. Je suis arrivé à la gare à côté de mon pays, en même temps, et accueilli par mes copains, mon père, et puis voilà. Ah, j'ai une anecdote aussi. L'anecdote, c'est dans le train, à Rouen, monte dans le couloir, on était dans le couloir, on n'était pas dans le compartiment, et on regardait d'ailleurs, je regardais la Normandie telle qu'elle était devenue, et je me souviens qu'un copain, il était sursitaire. Il avait été réformé en même temps, et après il avait été réformé, il était professeur à Rouen, jeune professeur débutant je pense, hein, parce que j'avais que 22 ans, et je me souviens toujours de sa parole, « Ah, ça y est, tu reviens », et ainsi de suite. Et je suis effaré, et ça peut paraître bizarre de dire ça, c'est qu'il m'a posé la question suivante. « Ah, je voulais te demander tout ce qu'on raconte. On se bat vraiment en Algérie ?» Moi, j'ai rien dit, j'ai encaissé le coup. Ça m'a laissé présager dans quelle ambiance on pouvait trouver à notre retour. Mais à côté de moi, le copain, lui, un petit peu plus moins copain qu'avec lui, il m'a dit je lui casse la gueule ou quoi? Voilà, je vous parle cash, mais j'ai dit mais non, tu sais, nous sommes partis depuis un peu longtemps. Donc j'ai retrouvé ma vie de famille, j'ai retrouvé mes costumes ou mon costume des autres années, hein, légèrement démodé. La permission, je crois qu'elle était de 23 jours, la permission libérale, et j'ai repris mon travail comme si rien n'était. Et c'est là que, si vous voulez, le retour, on peut dire, c'est un peu bizarre. Vous revenez, j'avais la chance d'abord d'avoir trouvé mon travail, mais souvenez-vous, à cette époque-là, je crois qu'il y avait de l'emploi. J'ai repris mon travail dans le service public. Dans une certaine indifférence, le sujet était quasiment pas tabou, mais on ne posait pas de questions. C'était, bon, t'es parti, t'es revenu, point barre. On me dirait, j'avais la chance d'être revenu, moi, quasiment intact, enfin, tu vois, physiquement. Moralement, c'est un autre problème, mais par rapport à ceux qui ne sont jamais revenus. Donc là aussi, je considère que je suis un bienheureux. Quand je suis revenu, non, on ne parlait pas de ça. La seule personne qui a parlé avec moi de cette guerre d'Algérie, ou du moins de la guerre, c'était un comptable qui, lui, avait fait la guerre de 39-45, avait été fait prisonnier par les Allemands, et on parlait un peu de tout ça. Et lui avait peut-être bien compris ce qui était passé dans la tête du gamin qui était parti à 20 ans, qui revenait 2 ans après. Alors, cette indifférence, moi je l'ai constatée. Je l'ai constatée au travail. C'était, ben écoute, tu travailles et puis tu nous fiches la paix.
J'ai constaté aussi, c'est que, rappelez-vous, la télévision, la censure existait, les journaux. D'ailleurs, on ne recevait pas les journaux, ou s'ils les recevaient, il fallait faire attention. Il y avait des journaux qui étaient interdits, il y avait bien pensant. À part le Bled que nous avions, qui était le journal, entre guillemets, de propagande, dont j'ai encore quelques numéros, bon, c'était pas avec ça qu'on pouvait forger des opinions. Donc, censure, indifférence au boulot. Dans les familles, je pense, mon père, lui, qui avait vécu la guerre de 39-45, différent. On a parlé après. Moi, ma mère avait résumé la situation en disant « T'es rentré mon fils, point barre ». Non pas qu'elle n'aimait pas les autres, mais son fils était rentré, c'était pas de l'égoïsme, mais voilà, la vie reprenait. Par contre, où la vie avait repris, c'est que vos copains et vos copines, ben, elles avaient pris des directions différentes. Donc, vos petites copines, si j'ose dire, de l'époque, elles étaient ou fiancées ou mariées, ou elles avaient trouvé un job, étaient parties ailleurs, que les copains, ceux qui étaient sursitaires avaient fait leur carrière, puis ceux de votre âge, ils étaient dans la même chose que vous, ils étaient revenus, et puis il n'y avait plus qu'à reprendre le job. C'est ainsi que, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est que cette guerre d'Algérie, le retour se faisait dans une certaine indifférence. Alors c'était un mélange à la fois peut-être de pudeur dans les familles. Par contre, au niveau de la politique, au sens très général, je pense que les événements qu'on suivi avec les accords d'Évian, et qui ont laissé des traces qui ne sont pas encore effacées, faisait que la censure régnait. Hein, c'est pas quand je regarde quelques films maintenant et qu'on retransmettait la parole d'un soldat, c'était qu'à la limite tout se passait bien, qu'il faisait les moissons et ainsi de suite. On ne voyait pas les embuscades ou très peu. Il a fallu qu'on ouvre des archives, qui étaient d'ailleurs étrangères, hein, allemandes, danoises, américaines, pour voir certaines choses de combat ou des choses qu'on n'avait pas envie de montrer aux familles. Je rappelle aussi, pour l'avoir vécu, c'est que ceux qui ont moins de chance que nous, parce que c'est dramatique, qui sont revenus les pieds dedans, les pieds devant. Souvenez-vous que j'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe actuellement pour nos frères d'armes qui sont décédés, qui ont été tués au combat dans l'actualité récente. On les honore, c'est très bien, ils sont décorés, c'est très bien, mais que nous, pour les 30 000 copains qui sont venus, je vais à un chiffre rond, il y a eu peu de décorations, peu d'honneurs rendus, et qu'ils revenaient par paquet, si j'ose dire, par bateau, et qu'ensuite dispatchés dans leur commune de naissance. J'ai une commune à côté de chez moi, où le fils d'un cultivateur a été tué, et on a l'air de raconter un roman. Non, non, les parents cultivateurs, je l'ai dit tout à l'heure, mon père qui était bourrelier-cellier, il s'occupait des chevaux. Bon, il n'y a plus de chevaux, c'était des tracteurs, et pour le retour de leur fils, ils avaient acheté un tracteur. Les tracteurs attendaient le retour du fils. Le fils est revenu, mais pas vivant. Et quand il est décédé, c'est une petite ville qui est à 8 km de chez moi, eh bien, c'est le maire du village n'a pas osé le dire aux parents, qui étaient ses amis, et c'est le curé du coin qui est allé pour annoncer le décès de leur fils. Moi, j'ai perdu, sur les 12 de ma ville de 8000 habitants, 12 sont décédés, dont 3 très proches. Des copains, comme vous disiez, de catéchisme, ou de football, ou d'école. Et voilà, et donc Jacques, Maurice et d'autres m'ont quitté. Et lorsque je vais sur la tombe de mes parents en Normandie, puisque je vis en région parisienne, bon, je m'arrête à côté pour avoir une pensée pour eux. C'est peu de choses, mais c'est peut-être la moindre des choses à leur rendre, car moi, je suis vivant et je suis devant vous. D'ailleurs, je veux vous dire que quand je suis revenu, ça me revient au moment où je vous parle, il m'a été difficile de rencontrer,
il m'a été difficile de rencontrer les parents de mes copains. Oui, j'avais l'impression que, non, ils n'ont pas dit, eux, ils ne faisaient pas comme ça. Mais je me reprochais d'être revenu, moi. Hein, pourquoi j'étais revenu? Ce que je dis là, c'est banal. Je crois que ça arrive à tous ceux qui se sont trouvés dans des situations où pourquoi pas moi. Hein, c'est une banalité ce que je dis, mais pourtant c'est ce que je ressens. Si bien que dans la rue de mon petit pays, rencontrer les parents du fameux Jacques ou de Maurice, c'était peu supportable. J'étais parti avec ma première partie de bac. La deuxième, je veux dire, j'ai pas pu la passer parce que j'ai été collé au mois de juin, je suis parti au début juillet et j'avais emporté mes livres, mon obré, mon bouquin de philo et de maths, et je m'étais adressé à un officier à Oran en arrivant. La raison pour laquelle d'ailleurs j'ai quitté Oran, je vous avais dit l'ambiance, c'est que j'ai demandé à passer mon bac à Alger, et il m'a été répondu, écoute, ça va comme ça, et ici on fait la guerre, on ne s'occupe pas des études. Je schématise. Donc j'ai renvoyé mes bouquins, donc j'avais pas mon deuxième bac, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit, je disais qu'au retour, je me suis inscrit dans le cadre de mon job à la promotion ouvrière administrative qui permettait d'être cadre. Donc j'étais très axé sur j'avais le travail, j'allais prendre une demi-heure de repos le soir et je repartais faire mes études le soir en étudiant attardé que j'étais. Alors, non, de traumatisme, je disais tout à l'heure que, compte tenu qu'on avait l'impression d'embêter tout le monde, mais au fond de soi-même, on avait quand même des nuits un petit peu bizarres. Hein, j'ai eu des moments où des insomnies, comme tout le monde. Et puis aussi, un peu perturbé. Parce que moi, je n'étais pas bagarreur. J'étais un garçon, on va dire, normal de cette époque. Les parents nous avaient élevés dans une certaine rigueur. On avait la chance, c'était bien. Mais je me souviens quand je suis rentré dans la rue de la République, la rue principale de Montbled, il y avait 2 affiches de cinéma. Et puis, avec un copain, de retour également, on avait remarqué, ça c'est d'un ridicule, je le dis, mais je ne devrais même pas, parce que c'est tellement ridicule. Il y avait 2 Algériens, je rappelle que j'étais pas loin du Havre, et que beaucoup travaillaient chez Renault. Hein, ils venaient de Carmentier depuis Dieppe, descendaient sur la Normandie, sur mon petit bled, ils passaient pour rejoindre des travailleurs qu'on avait fait venir à l'époque, aux usines Renault, comme celle de Paris. Et on s'est imaginé qu'ils étaient en train d'écrire des choses. Quand à 84 ans bientôt, 85 ans, pardon, je me rajeunis, réfléchir à ça, j'ai dit que c'était stupide. Et on a cherché des crosses. Ça s'est pas très bien passé, parce que ça m'a valu de finir au commissariat avec mon copain, et au commissariat de police, il y avait un jeune policier rapatrié d'Algérie qui, lui, je me souviens, a dit au commissaire, je pense, « Oh, je crois que laissons-les tranquilles. » Ça voulait tout dire. Et autrement, je crois que c'était aussi stupide, c'est que nous avons une certaine jalousie. Nous avions perdu nos 20 ans. Les copains, eux, avaient continué leur vie, pour ceux qui n'étaient pas partis, et je dis bien tant mieux. Mais je suis allé à un bal, vous savez, les bals de pays, on a ça, et avec des copains de retour, dont le fameux qui voulait passer par la fenêtre du train, mon copain Jean-Claude. On a cherché des crosses à ceux qui étaient là, complètement. Et on n'était pas ivres. On cherchait la bagarre. On s'est fait virer du bal. On ne s'est pas bagarré, mais pas loin. Mais on nous a virés. Parce que je pense qu'au fond de nous-mêmes, la jalousie, pourquoi on y est allé, pourquoi on a perdu nos 20 ans, pourquoi faire? Je pense qu'on était un peu bizarre. Hein, on rentrait un peu fêlé. Hein, voilà. Mais moi, c'était moins grave que certains copains qui ont encore des séquelles.
Alors voilà un peu l'expérience que j'ai vécue, que je résume en quelque sorte. Euh, on- Peut-être qu'on pourrait dire, et maintenant? Alors et maintenant, bah, je crois que j'ai eu, comment vous dire, je suis adhérent d'une fédération spécifique qui s'appelle la FNACA, la Fédération nationale des sans-combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. J'ai longtemps, pendant longtemps, je me suis abstenu de parler d'Algérie, de recenser tout ça devant l'attitude extérieure ou intérieure à ma famille, de lasser tout le monde et puis de conserver ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais quand même, je pense qu'on va passer aux oubliettes. Mais je ne voulais rien entendre parler. Ma carte d'ancien combattant, je ne l'avais pas prise, parce que tout ça, ça s'est fait longtemps après. Et dans le cadre de mon travail sur Paris, j'ai rencontré un collègue qui m'a sans cesse rendu visite en me disant mais tu prends pas ta carte de combattant, ainsi de suite. Donc j'ai pris ma carte d'ancien combattant, enfin j'ai pris ma carte d'adhérent, pardon, le terme n'est pas bon, ma carte d'adhérent, et qui fait que j'ai pu donc soumettre un dossier pour recevoir la carte d'ancien combattant. Et puis je me suis dit ben peut-être que ça suffit pas, il faut, et on m'a sollicité pour prendre la présidence d'un arrondissement, ce que j'ai fait pendant plus d'une dizaine d'années, je pense. J'ai dû adhérer à partir des années 80. Donc ça fait déjà 44 ans. Et ensuite, on m'a proposé le département, donc j'ai pris des fonctions départementales, et puis un peu au niveau national, dans le cadre de commission histoire, parce que l'histoire, je crois que l'histoire, il y a l'histoire telle qu'elle est racontée, et il y a l'histoire telle qu'on a vécue, et que notre but à nous, c'est des acteurs passeurs de mémoire, et de tenter, sans être, nous ne sommes pas sans être ni modestes ni prétentieux, c'est de ramener un peu les choses à leur juste valeur, et de dire exactement comment les choses se sont passées. Moi, j'appellerais ça, il y a le quotidien du soldat, tel qu'il était appelé, maintenu, rappelé, et soldats de métier, ceux qui étaient sur le terrain. Il y a ceux qui ont eu la chance, et tant mieux, d'être épargnés par les zones difficiles, soit le bled, ou le djebel, ou le crapahut, et ainsi de suite, et tant mieux. Mais je pense qu'il était nécessaire de parler de la réalité. Et aussi, ne pas oublier que notre fédération s'est battue pour la reconnaissance des droits. On nous a souvent dit que nous avions des devoirs. La preuve, c'est que c'était un devoir de partir pour le service militaire, mais à partir de ça, nous avions quelques droits. Je ne vais pas citer Clémenceau, c'est ce qu'il avait dit, mais je dirais non. Et il ne faut pas cesser, parce que même 62 ans après la fin de cette guerre d'Algérie, des choses ne sont pas réglées. Hein, il y a différents points quand même qui restent. Des copains irradiés, les veuves de nos copains, des copains qui eux, ont des situations qui ne leur permettent pas de vivre décemment. Hein, ça existe. Notre fédération, c'est encore 200, encore le mot est trop, mais c'est 230 000 adhérents. Hein, c'est la plus forte association spécifique sur la guerre d'Algérie, Maroc et Tunisie. D'autres associations existent, et c'est tout à fait normal. La vie fait que nous ne sommes pas tous semblables. Chacun prend ses options. Et aussi, je me suis trouvé donc à participer à des témoignages dans les lycées, parce que je crois qu'il est important de transmettre la mémoire aux jeunes générations. Je permettrai de citer d'ailleurs Simone Veil, qui disait toujours, il n'y a pas devoir de mémoire, mais il y a un devoir de transmettre et d'enseigner. Et c'est pour ça que le rôle des enseignants est énorme, puisque ce sont eux qui sont en contact direct avec la jeunesse. Nos contacts aussi se font par des référents de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre,
et qui nous sollicitent, nous les anciens, à venir témoigner. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire. Moi j'ai confiance, d'abord, la solidarité et le dévouement, c'est la devise de ce macaron que nous portons, nous. Solidarité, parce que nous étions tous des gars qui sont allés là-bas, comme on dit. Le dévouement, ben, ceux qui ont la chance peut-être d'être comme moi, à peu près en bonne santé, ben, après tout, ils sont là pour aider ceux qui le sont moins, et aussi pour tâcher de faciliter les choses, et sans prétention aucune. Et je dirais aussi que ben, la jeunesse, même on en parle beaucoup actuellement, mais la jeunesse, il faut avoir confiance en elle, parce que c'est à elle que nous passerons le relais, par le biais des enseignants en particulier, et de leur famille. Donc parler de la guerre d'Algérie, c'est pas recenser des choses anciennes, c'est pas... non, c'est quelque chose qui reste d'actualité. Je dois vous dire aussi, la sincérité, c'est que j'espère que les hommes, enfin, seront raisonnables, et que des deux parties du pays, ben, nous serons peut-être, nous, peut-être une petite parcelle de cette passerelle qui devrait s'établir entre l'Algérie et la France. Mais il y a une condition, c'est qu'elle doit être réciproque, que dans la clarté, dans l'honnêteté, et qu'en particulier les archives s'ouvrent de partout, et que là, les jeunesses puissent se rassembler, comme ont fait nos parents, puisque, hélas, ils ont connu aussi d'autres choses. On n'oubliera jamais. Je pense qu'il ne s'agit pas de faire repentance. Non, non, non. La repentance, il faut la laisser à ceux qui ont emmené des contingents de jeunes et ainsi de suite, ou peut-être qu'ils auraient pu y réfléchir avant. Mais je ne sais pas donné de leçon. Mais moi, je ne ferai jamais de repentance. Par contre, je suis pour que la paix revienne, la paix des mémoires. Meilleur souvenir, bah, ça paraît ridicule, mais je crois que j'en ai pas. Non. Peut-être que le souvenir, ce que je vais dire est complètement contradictoire. Le souvenir d'avoir des amis, oui, des copains, des camarades, comme on dit, du même âge, à quelque chose près, étalé sur les 27 mois, d'avoir tout partagé. Je l'ai dit tout à l'heure, les peines comme les joies, le gars assis sur son lit picot, en train de découvrir le courrier, que sa copine l'a largué, ou qu'il a eu un décès dans sa famille, et qu'en plus, on ne lui permet pas d'avoir une permission, parce qu'avoir les permissions, moi, ma famille avait cherché, et bretonne, du côté de mon père, avait prétexté un mariage, qui était vrai d'ailleurs, pas prétexté, ou les moissons, moi qui n'étais pas du tout agriculteur, pour bénéficier d'une permission, qui a été refusée, forcément. Mais des copains se voyant refuser des permissions pour des trucs familiaux, parce qu'il y a eu des refus, mais nous partagions. Le colis arrivait, nous recevons des colis, et ben, je crois que le colis, on réunissait les fameux appelés du coin, j'y appelais, parce que moi il n'y avait pas de rappelés, hein, c'était des appelés, de ma période, les rappelés c'était terminé. On faisait venir le gars, on ouvrait le colis, on le partageait. Le Corse, lui, il faisait la même chose. Le Normand faisait la même chose selon ce qu'on avait dedans. Bah, on le partageait. Puis, moi j'ai souvenir d'un gars dont la famille avait une excellente situation, très connue, d'industriel. Le gars, son sursis était résilié parce qu'il n'avait pas été très gentil. Hein, donc on y avait résilié son sursis. Et il recevait pas de colis, pas de courrier, mais il recevait un mandat conséquent. Et ce mandat, il disait au gars, allez, on met ça à la popote et on boit un coup. Et ce mandat, je n'invente rien, il recevait le mandat, parce qu'il me l'a montré, c'était le chambellan, si j'ose dire, de la famille, je ne sais pas si on dit chambellan ou autre chose, hein, le personnel. Votre famille vous embrasse. Toute ma vie, je me souviendrai de ça. Il me dit, et toi? Ben, il me dit, moi, je lui disais, j'ai du courrier de mes parents,
Et un jour, il m'a demandé de lire la lettre de mes parents. Mon père n'avait pas eu son certificat d'études, mais se débrouillait pas mal. Ma mère avait une bonne formation. Et mes parents m'envoyaient des lettres affectueuses. Hein. Moi, mes réponses, elles étaient un peu banales. Mais je me souviendrai toujours de ces moments-là. Donc pour moi, les meilleurs moments, ça a été ce brassage social, humain, où mon ami Jean-Claude, un autre Jean-Claude, était dans la première compagnie, moi dans la 2. Je me souviens, en Normandie, quand il est revenu, bon, il en avait marre d'être radio dans la compagnie. On a réussi à le faire affecter au foyer à la base arrière, parce qu'il était fatigué. Il a passé ses permis, hein, son permis de conduire, y compris de routier. Il est devenu routier, et là, il est retraité comme moi, bien sûr, mais il était patron de routier, donc il a fait sa carrière. Moi, c'est un bonheur, donc de voir qu'il s'en était tiré. Et tous les copains, et là, il y a un petit problème, c'est que nous étions ensemble, pour le meilleur et le pire, si on dit, qu'on partageait beaucoup de choses, et que le retour, je n'ai jamais eu de contact, renoué de contact avec eux. On s'est échangé 2 ou 3 fois des cartes, on ne s'est pas répondu, on n'a pas écrit. Alors je crois que peut-être que la vie nous a repris, peut-être une certaine pudeur, peut-être pas envie de reparler de certaines choses. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et il m'est plus facile maintenant au sein de mon association de parler avec mes camarades, puisqu'on n'a pas vécu ensemble les mêmes moments. Je dois dire que chacun d'entre nous a vécu sa propre guerre d'Algérie. Sur les près de 2 millions, les chiffres varient, on n'est pas fichu de savoir combien il y en a qui sont partis entre 1,7 million et 1, chacun a vécu sa propre guerre d'Algérie. C'est jamais le même, même. Bon, après, j'ai eu d'autres amis et d'autres formes. Mais ça, c'était une amitié solide, mais elle était pas solide, elle était solide au moment même, à l'instant T, mais elle n'a pas tenu à la durée des années. Pour quelle raison? Je vous laisse le soin de réfléchir.